Donc bonjour à tous, Frédéric Medrano et à toutes. À toutes, oui, bonjour à toutes, puisque c'est surtout féminin. Donc je me présente, Frédéric Medrano, je suis auteur, dessinateur de bande dessinée et illustrateur depuis plus de 20 ans quoi, maintenant. Alors pour expliquer un peu mon parcours, j'ai donc commencé à dessiner depuis petit, depuis que je suis tout jeune. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on a, alors le cursus qui existait dans les années 80, un bac art plastique, qui m'a permis un peu d'apprendre un peu les techniques de dessin avec un super prof que j'avais au lycée Reclus à Sainte-Foy-la-Grande, en Dordogne, pour la petite info. Ensuite, dans les années après début des années 80, j'ai commencé à dessiner dans des petits magazines suite à une installation sur Paris. Dans les années 90, pareil, j'ai commencé à expérimenter plein de formes graphiques et d'expériences un peu artistiques avec des petites compagnies de théâtre. Je faisais les décors pour des pièces de théâtre. J'ai fait aussi des petites installations et des petits travaux plus picturales au sein d'aventures pluridisciplinaires avec des compagnies de danse, avec des groupes de musique. Voilà, donc toutes les années 90, ça a été un peu une période d'expérimentation entre Paris et Toulouse, puisque je me suis ensuite installé à Toulouse à partir de milieu des années 90, on va dire. Et ensuite, j'ai commencé un peu plus à aller vers le graphisme plus, on va dire, éditorial et plus publicitaire vers la fin des années 90, tout en continuant à expérimenter avec des associations de bande dessinée et de magazines sur des thèmes divers et variés. Voilà, les formes narratives à la fois bande dessinée, mais aussi plus, on va dire, roman graphique et d'autres formes un peu comme ça artistiques qui voulaient à la fois raconter des histoires et aussi parfois décrire plus un aspect documentaire sur les thèmes de la nature justement qui m'ont progressivement intéressé. Donc voilà, du coup, pour expliquer un peu mon parcours, et depuis le début des années 2000, je fais vraiment plus que du livre illustré et de la bande dessinée. Voilà, donc je vous ai emmené un petit peu plusieurs choses que j'ai faites ces dernières années. Alors moi j'ai trois grands thèmes principaux que j'ai abordés à travers mes albums et mes livres. C'est le documentaire donc sur la nature, et c'est un petit peu par rapport à ce genre d'ouvrage que je suis venu aujourd'hui sur le salon Scientilivre. Donc là, ce sont des livres qu'on fait notamment depuis 2010 avec un apiculteur sur les abeilles et la nature. Voilà, comme nos formidables abeilles, où on a travaillé aussi avec l'équipe du CNRS de Toulouse qui font des recherches sur les facultés cognitives de l'abeille et un professeur de l'INSERM de Strasbourg, donc en l'occurrence, qui m'a fourni des clichés de près du corps de l'insecte, qui m'a permis de reproduire certaines parties du corps de l'insecte qui sont comme une... alors moi je vais le préciser un peu à la manière d'un vulgarisateur, un scientifique sûrement le décrirait, une sorte de technologie intégrée au corps, hein, parce que chez les insectes, on dirait qu'ils ont des particularités et des attributs tellement spécialisés que ça fait comme une sorte de technologie. Et je pense que ça a inspiré aussi beaucoup les observateurs scientifiques pour inventer nos technologies humaines.
Voilà, donc ça c'est pour les albums. Alors on en a fait quelques-uns, toujours avec l'apiculteur. Donc on vient de sortir Je suis une abeille, qui est un petit ouvrage qui s'adresse à partir de 2 ans, entre 2 et 4 ans, et qui est vraiment une approche très ludique et très pédagogique pour faire découvrir aux tout petits ces insectes des fois un petit peu effrayants, parce que des fois ils sont un peu des insectes volants qui peuvent rebuter certains. Voilà. Et un autre ouvrage qu'on avait fait il y a quelques années sur le jardinage, voilà, avec un titre slogan Jardinons bien, jardinons bio. Voilà, donc en l'occurrence, les ouvrages que j'ai fait sur ce thème-là, moi j'en ai fait un sur les papillons. Donc ce sera le thème un petit peu de la deuxième partie de ma rencontre, de ma présentation, sur un petit aperçu des grandes espèces de papillons en lien avec les espèces de plantes. Voilà, alors pour continuer un peu la présentation des ouvrages, des domaines que je peux aborder à travers mes livres, j'ai fait plusieurs albums sur l'histoire de musiciens. Donc là, en l'occurrence, c'est une histoire générale du blues. Euh, Là, c'est donc un album qui va décrire un peu les grandes légendes et les grandes figures du blues depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Ensuite, j'en ai fait sur des jazzman. Alors là, j'ai emmené juste celui-ci sur période de Miles Davis à la période du jazz rock. Donc, on pourrait appeler ça des bandes dessinées un peu documentaires sur une espèce de biographie d'un musicien, mais autour de ce musicien, il va y avoir beaucoup d'autres musiciens qui vont être présentés. Voilà à peu près pour faire le tour. Bon, après, je fais un petit peu de science-fiction qui reprennent un peu des thèmes souvent de la nature, mais avec une exploration de l'évolution que j'imagine dans le futur de certaines formes de vie ou du rapport entre l'humain et la nature ou l'absence de l'humain dans la nature. Voilà. Alors pour les techniques que j'utilise moi dans mon approche dessinée, alors sur certains albums, je travaille donc à la peinture. Alors ça, je vous ai emmené quelques originaux. Donc c'est des techniques mixtes qu'on appelle. Donc c'est de la peinture acrylique et du crayon. Donc souvent, je fais un premier jus d'acrylique. Là, en l'occurrence, vous avez un peu un fond un peu bleu, bleu turquoise. Et par-dessus, je vais redessiner la pieuvre et les autres éléments, en l'occurrence là, des requins à l'arrière-plan ou les vagues, au crayon gras ou au crayon noir. Et par-dessus vont venir se succéder plusieurs couches d'acrylique et de crayon jusqu'au rendu que je veux obtenir. Voilà. On travaille un peu voilà, dans cette technique sur certains albums. Sur les albums de jazz, je pense que j'ai fait la même chose. Voilà donc un autre exemple de planche un peu sur le même principe. Donc c'est toujours de l'acrylique et du crayon. Et alors là, c'était un album sur le Modern Jazz Quartet que j'avais fait initialement pour un éditeur qui éditait dans une bande dessinée qui était ce qu'on appelle un long box avec 2 CD du groupe dont je racontais l'histoire. Voilà un peu pour faire le tour. Ah oui, je peux vous faire voir quelques planches aussi en noir et blanc. Ça, c'est la technique que j'utilise quand je travaille sur l'histoire de Bluesman. Donc là, je travaille à l'encre de Chine et plume, avec un trait un peu nerveux. Voilà. En fait, j'essaye de garder un peu la même spontanéité que j'ai dans les coups de crayon croquis, quoi. Mais voilà, en encre de Chine et à la plume. Voilà pour faire le tour un peu de mon travail. Donc là, aujourd'hui, je vous ai emmené
les planches qu'on va projeter sur l'écran, ce sont les différentes planches de l'album des papillons et des plantes. Donc, moi j'ai choisi cet album parce qu'il est bien représentatif, puisque le thème cette année de Scientilivre, ce sont les couleurs. Et je trouve que, bon, bien sûr, les papillons et les fleurs sauvages sont vraiment les témoins particuliers de ces couleurs qu'on peut retrouver dans le vivant. Alors j'ai fait un album aussi sur les oiseaux, et c'est vrai que dans les plumages et de toute façon dans toutes les variétés d'animaux ou de végétaux, on retrouve ces couleurs. Mais alors là, ce qui avait d'intéressant dans ce livre, c'était ce rapport qu'entretenaient très étroit les papillons avec certaines plantes. Donc ce qu'on appelle les plantes hôtes. Je pense que beaucoup ont déjà entendu parler du terme. Donc ce sont les plantes de prédilection de telle ou telle espèce de papillon, qui vont, la femelle va pondre ses œufs sur tel type de plante. Et ensuite, bien sûr, quand les œufs ont éclos et que la chenille s'est développée, la chenille va se nourrir un certain temps de ces plantes. Alors selon les espèces, il y a des espèces où la femelle va pondre les œufs carrément sous les feuilles de ces plantes-là. Et certaines espèces, la femelle pond les œufs au pied de la plante, quoi. Elle pond les œufs vraiment par terre, et c'est ensuite la chenille qui va se hisser, mais elle pond les œufs souvent par terre, mais à côté de tel ou tel type de plante. C'est ça qui est assez intriguant aussi. Donc là, dans la première planche, on voit le flambé. Alors au niveau des couleurs, effectivement on est plus sur un rayé noir et blanc, mais il y a quand même des rappels de mauve et de orange et de rose sur une certaine partie du bout de l'aile inférieure, quoi. Alors le flambé, on en rencontre pas mal ici dans nos régions quand même. Moi j'en vois assez fréquemment encore dans nos campagnes. Alors apparemment il vole, il vole. Je pense que c'est pas parmi les premiers papillons qu'on voit en début de saison. Là actuellement on voit plus commencer à sortir les vulcains, les pans du jour et un peu les pierrites blanches qu'on commence à voir. Le flambé c'est un petit peu plus tard, je pense qu'il arrive. Alors c'est un papillon quand même assez imposant, hein. Il y a certains spécimens qui peuvent être assez grands. Ils ont une bonne envergure. Et ensuite, donc, les plantes hôtes du flambé sont le prunus, donc les pruniers, vous voyez. Donc, automatiquement, là, c'est le cas, comme les abeilles ou comme d'autres pollinisateurs, en butinant les fleurs de pruniers, effectivement, ils vont contribuer à la pollinisation des fleurs et des arbres fruitiers en l'occurrence, là, puisqu'on parle souvent des insectes butineurs. Donc la forme chenille est un peu vert, comme ça, un peu un verdâtre, et ensuite bien sûr il se solidifie, se nymphose, et il devient chrysalide. Alors je ne sais pas combien il y a de 1 à 3 générations, voilà, pour le flambé. Donc ça veut dire que la première génération qu'on va voir voler, la femelle va pondre ses œufs assez rapidement en début de printemps. Les œufs vont éclore, la chenille va se développer assez rapidement, et on va avoir une deuxième génération dès, je pense, en début d'été, hein, on pourra avoir une deuxième génération. Et parfois même une troisième génération, on va avoir, qui va se développer et va arriver juste au seuil de l'hiver, vers octobre-novembre. Et ils vont pouvoir, à partir de là, comme ils vont pondre leurs œufs à ce moment-là, la chenille qui va s'extraire va se transformer en chrysalide et va hiverner finalement sous forme de chrysalide.
cette autre génération. Après, il y a certains papillons qui, sous forme adulte, sous forme imago, effectivement, peuvent hiverner en se blottissant sous certaines feuilles. Bon, là, le flambé, je ne sais pas si c'est le cas. Hmm, sous forme de chrysalide, oui. Voilà. Donc, on passe au suivant. Donc, là. Alors, le macaon, qui appartient un petit peu à la même famille que le flambé, hein. On reconnaît un peu toujours les mêmes zébrures noir et blanc. Et pareil avec ce rappel de couleur sur la partie basse des ailes. Et alors c'est un très très beau, on dit que c'est le papillon enfin, le plus marquant un peu dans nos régions, quoi. C'est vrai qu'il est très beau, hein. Moi j'en ai vu quelques spécimens là l'année dernière et ces 2 dernières années j'ai pas eu le loisir d'en observer durant la saison. Mais il y a 3 4 ans, j'étais tombé sur un très beau spécimen, hein, et ils peuvent mesurer, pareil comme certains spécimens peuvent mesurer jusqu'à 70-80 mm d'envergure, hein, donc c'est déjà des beaux petits papillons, hein, quand ils ouvrent les ailes. Alors la chenille est très significative aussi, hein, très belle chenille. Et donc comme plante hôte, il a le cerfeuil et le fenouil. Voilà, donc entre autres, hein, souvent ils ont quand même, ils peuvent avoir 3 ou 4 plantes hôtes différentes. Et après, sous forme adulte, bien sûr, ils vont butiner d'autres fleurs, hein, dont les fleurs d'arbres fruitiers, etc. Voilà pour le macaon. Donc ensuite, on a... Donc là, on reste un peu dans les Papilionidae, donc un peu ces familles de papillons qui rejoignent après les formes de pierrides. Donc on est plus dans les papillons. Après on va vers les papillons blancs. Alors donc il y a la pierride la plus connue, c'est la pierride du chou que je pense vous allez voir après. Que j'ai fait une planche complète. Mais après vous avez toutes les pierrides du navet, de l'arabe. Alors, bien sûr, les jardiniers se plaignent que les chenilles attaquent un peu, voilà, certains légumes et certaines feuilles du jardin. Mais pas uniquement, quoi. Il y a beaucoup de ces papillons qui vont aussi sur les fleurs sauvages, quoi. Donc, voilà, c'est aussi, voilà, moi, mon objectif avec ce livre, c'était de dire qu'on peut laisser toujours pousser quelques fleurs sauvages et quelques plantes sauvages dans son jardin. Et on reverra très rapidement certaines espèces de papillons revenir. Ça s'est vérifié chez beaucoup de gens qui ont laissé comme ça pousser Voilà, alors l'aurore qu'on voit assez tôt, hein, dans la saison, à partir du mois de février. Même des fois, s'il y a des journées ensoleillées, janvier, on peut en voir apparaître, hein, l'aurore. Donc, il est un peu comme la pierride, il est blanc. Alors, la femelle, effectivement, alors il y a le dimorphisme sexuel, donc le mâle et la femelle peuvent être différentes, hein, selon les espèces. Et là, la femelle, effectivement, est très proche des pierrides, puisqu'elle est entièrement blanche, avec juste le bout des ailes légèrement noir, avec un petit point noir. Et le mâle avec très significatif ce orange vif. Et dès qu'on le voit voler, on reconnaît tout de suite l'aurore, quoi. Et c'est vrai que le revers des ailes est aussi très marquant avec cette espèce de damier un peu particulier. Et donc là, les plantes hôtes, vous avez la lierre officinale et la cardamine des prés. Ouais. Donc tout un tas de gammes de fleurs sauvages comme ça, qu'on voit dans les prairies. Alors ensuite, le citron. Alors là, c'est un peu la même chose. Le citron, il peut y avoir des spécimens assez grands, hein, beaucoup plus grands, parce que alors, tout ce qui est pierride sont des petits papillons quand même. Hein, elles ne dépassent pas, moi je dirais, alors je ne sais plus ce que j'ai mis, mais je pense, moi j'en ai rarement vu plus grand que 3
3-4 cm d'envergure, les ailes ouvertes peut-être. Ouais. Alors que le citron, j'ai vu des spécimens qui peuvent être plus grands. Et effectivement, après, la femelle est blanc, un blanc jaune. C'est un blanc cassé un peu. C'est pas un blanc comme les. On sent quand même la différence avec. Sauf si les ailes sont un peu usées, parce qu'il y a certains papillons, effectivement, s'ils ont volé, il peut y avoir une décoloration des ailes au bout d'un certain temps. Ça, on le voit sur d'autres papillons avec des couleurs plus marquantes des fois. Donc voilà pour le citron. Et après, il va sur le nerpin, ouais, d'accord. Et des arbres aussi. Voilà pour le citron. Le gazé, alors c'est un grand papillon aussi. Hein. Là, j'ai mis qui peut atteindre oui, 60 mm, donc 6 cm déjà. Mais oui, c'est un beau papillon, hein, aile ouverte. Et alors, contrairement aux autres, il a ses nervures très apparentes, avec des striures très noires. Donc, on peut le reconnaître déjà par rapport aux autres papillons blancs, comme les pierrides, déjà par rapport au gabarit, puisqu'il est un peu plus grand, mais aussi par rapport à ses nervures. Voilà. Et alors, il pond ses œufs en grappe. Hein. C'est vraiment des. J'en ai déjà vu sous des feuilles. Des petites grappes comme ça fait un peu comme des dentelures d'œufs. Voilà, c'est parce que là, bien sûr, c'est grossi et les œufs en moyenne c'est à peine 1 millimètre hein, chaque œuf. Donc là, ça fait des fois, on voit des petits trucs de 1 centimètre comme ça, une petite grappe d'œuf sous une feuille comme ça. Voilà, la forme chenille et la chrysalide est assez intéressante aussi. Et donc les plantes hôtes, ah oui, l'aubépine, le prunier, voilà, le prunier domestique, donc voilà, encore un intérêt, je pense qu'il le butine aussi. Voilà. Donc la pierrite du chou, la fameuse pierrite du chou, voilà, qui va sur, elle va sur le chou, mais apparemment, voilà, elle va sur les capucines et d'autres, je pense, plantes sauvages qui sont de la même famille que le chou, justement. Alors le souci, donc là c'est un petit papillon et souvent on le confond avec d'autres papillons un peu de la même sorte parce que là on va dans les couleurs orangées et effectivement des fois ils sont entre ocre et orangé quoi, selon l'usure des ailes et tout. Donc qui sont intéressantes aussi à découvrir, pas très grands. Hein, là, je ne sais pas ce que j'ai mis comme... ah oui, je mets 50 mm. Moi, je les vois souvent là dans la campagne en Haute-Garonne. J'ai rarement vu plus de 3-4 cm, pas plus grand. L'amaryllis, voilà. Donc lui, il est légèrement plus grand. Donc mais c'est vrai que quand il vole, on peut le confondre un peu avec quand même le souci, sauf question gabarit. Mais si le spécimen est aussi petit que le souci, on peut un peu confondre les deux. Hein. Voilà, donc les plantes hautes de l'amaryllis, le pâturin. Donc voilà, on arrive sur toutes les plantes de fourrage là. Qu'il y a dans les champs de vaches et autres, qui sert pour la nourriture des bovins. Et après, ah oui, le sénesson commun aussi, ouais, une plante sauvage ouais, qui pousse dans les fossés, dans les prairies. Elle est assez fréquente celle-ci. Ouais. Donc la belle dame, alors voilà, alors ça, moi j'en vois de moins en moins. J'en ai vu un peu ces dernières années, 1 ou 2 fois, mais c'est vrai que... et alors, donc la belle dame fait partie de ces papillons migrateurs. Donc c'est d'ailleurs la belle dame, parce qu'on cite souvent ce papillon un peu des Amériques, qui migre dans le sud américain et mais la belle dame, il y a des espèces de belles dames partout sur la planète. Et alors nous, en Europe, ce qu'on voit, c'est des belles dames qui migrent et qui remontent d'Afrique du Nord.
Mais il y a aussi des belles dames qui remontent d'Inde et qui vont jusqu'en Chine. Et il y a des belles dames aussi dans les Amériques qui partent du sud de l'Amérique et qui remontent au nord. Et c'est impressionnant, hein, le voyage qu'elles font. Alors, j'avais parlé avec des entomologistes amateurs qui repéraient des groupes de belles dames de 20-30 spécimens qui remontaient donc apparemment par l'Espagne. Alors je ne sais pas si c'est passé par Gibraltar ou si a survolé la Méditerranée. Et ensuite, à remonter, eux, ils les localisaient, ils les voyaient passer par Limoges, tout ça, ils remontaient vraiment dans le nord de la France, voire le nord de l'Europe. Mais c'est impressionnant, quoi. Comme les oiseaux, hein, chez les papillons, il y a des grands migrateurs, quoi. Et là, c'est vraiment un beau spécimen, la belle dame. Voilà. Parce que je ne vous dis pas les noms scientifiques, voilà. Je vous laisserai le soin d'aller vérifier les noms scientifiques en latin. Mais voilà. Alors le demi-deuil, on revient un peu sur des couleurs noir et blanc. Un beau papillon, hein, qu'on voit assez tôt dans la saison aussi, mais qui est de la même famille que la belle dame et que d'autres papillons qu'on va voir après, comme le vulcain et le pan du jour. Donc le demi-deuil, voilà, j'en vois encore beaucoup dans les campagnes, et notamment la dernière génération des demi-deuils. On en voit, moi j'en vois dans la campagne là, entre Toulouse et Saint-Gaudens, dans certains sentiers pas loin des forêts, où on laisse pousser un peu les fleurs sauvages. J'en vois par groupe de 10 vers septembre, là, en fin de saison, septembre-octobre. Et donc, ça fait toujours plaisir de voir un papillon aussi répandu. Voilà. Alors, voilà, le pan du jour, qui est très connu aussi, voilà, une caractéristique, beau spécimen. Alors, avec des couleurs. Alors, moi, là, je l'ai représenté avec une couleur un peu foncée, mais selon l'éclairage et puis selon aussi le moment de la saison, effectivement, il peut aller plus sur des tons plus orangés aussi, hein, orange rouge, voilà, et avec cette caractéristique d'avoir des yeux comme ça, enfin ce graphisme comme ça des yeux comme ça sur la partie latérale des ailes. Voilà, alors là, on voit souvent les chenilles s'agglutiner justement sur les feuilles d'ortie. Donc, d'où l'intérêt, même si ça pique, d'avoir dans un coin de son jardin des feuilles d'ortie, parce on peut faire, on sait qu'on peut faire du purin d'ortie et de la soupe d'ortie, pourquoi pas, et plein d'autres choses avec l'ortie. Donc, c'est très sympa les feuilles d'ortie, voilà, à conserver. Donc, il y a le pan du jour. Il y a aussi la belle dame qui peut pondre ses œufs sur les feuilles d'ortie. Et on va voir après, il y a le vulcain aussi qui pond ses œufs sur et la chenille se nourrit. Et donc on voit plein de petites chenilles s'agglutiner. Et au début, les petites chenilles sont vraiment toutes petites. Quand elles sortent de l'œuf, elles ont 1 ou 2 millimètres et puis elles grandissent très vite jusqu'à, je pense, 2 centimètres, quoi. Alors, bien sûr, après, il y a les razzias de tout ce qui est oiseaux, tout ça qui enlève une bonne partie de ces spécimens de chenilles. Voilà. Donc, la petite tortue aussi, qui est un très beau papillon, qui n'est pas très grand, un peu moins grand justement que le pan du jour. Le pan du jour, il peut y avoir des spécimens qui vont jusqu'à 50 ou 60 millimètres. Et la petite tortue, voilà, moi, c'est plus, voilà. Alors, il y a la grande tortue, là, je ne l'ai pas représentée, qui est sensiblement plus grande. Moi, j'ai souvent croisé plus des petites tortues, voilà, qui sont 30-40 millimètres. Voilà, et ben voilà, aussi, la petite tortue va aussi sur l'ortie, du coup. Donc, raison de plus pour garder un peu plus d'ortie dans son jardin. Le myrtille, un petit oiseau, un petit papillon sympa, très petit,
allez, 4-5 cm. Et voilà, il a ces tons marron clair, comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut le confondre avec l'amaryllis qu'on a vu un peu plus tôt. Mais l'amaryllis est souvent un peu plus orangé quand même. Voilà. Et lui, c'est pareil, il va plutôt sur des plantes un peu de fourrage que les agriculteurs laissent dans les champs soit pour moissonner, pour rentrer du fourrage pour les bovins. Voilà. Ensuite, Robert le Diable. Donc, ça, c'est un joli papillon aussi, avec une découpe des ailes très particulière. Et puis, effectivement, une légère différence entre la couleur et la forme des papillons mâles et femelles. Bon, après, même ils sont pareils au niveau mâle-femelle et qu'il n'y a pas de dimorphisme, moi j'ai remarqué quand on les observe, qu'on se rapproche un peu, on s'aperçoit que la femelle a quand même toujours cet abdomen effectivement un peu plus... il y a quand même toujours une petite différence dans l'abdomen qui est légèrement plus bombé sur les femelles, même qui n'ont pas d'autres différences sur les ailes. Voilà. Alors ensuite, la mégère et le satyre. Donc ben, voilà, ils leur ont donné deux noms différents, toujours empruntés à la mythologie. Les entomologistes du 19e et, voilà, jouaient beaucoup. Ouais, c'était je pense, ils prenaient toujours des références mythologiques rapport à la mythologie gréco-latine. Le sylvain azuré, donc couleur noire, un peu marron sur le revers des ailes, et par contre il a des reflets très irisés bleus, justement, et d'où le côté azuré. Et donc les plantes hautes, là, c'est le chèvrefeuille, tiens, ouais. Le tabac d'Espagne, alors c'est un beau papillon, hein. Celui-ci peut avoir une envergure, moi j'en ai vu des très grands, hein, 70-80 mm. Une belle envergure et alors vraiment tous ces dessins, ces petites taches noires bien caractéristiques. Voilà, il va sur des arbres apparemment, hein, oui. La femelle pond ses œufs, ouais, sur les chênes, oui. Voilà. Le tiercis, qu'on pourrait effectivement au début confondre un peu avec le tabac d'Espagne, mais en fait il est légèrement plus petit et on s'aperçoit vite que les taches sont pas du tout disposées pareil et voilà, on est plus là sur des tons ocre il y a beaucoup de poils un peu sur ce papillon. Il est très velu ce papillon. Quand on le voit en vrai, là, bon, je sais pas si avec le dessin on s'en rend compte. Voilà. Alors après, sous forme de chenilles, des chenilles vertes. Voilà. Et lui aussi va sur des plantes fourragères un peu. Et voilà le fameux vulcain. Donc on revient sur des plantes hautes avec donc des orties. Je pense qu'il a d'autres sortes de... Ah oui, non, il a plusieurs espèces d'orties, voilà, comme plantes hautes. Et le vulcain, comme donc la belle dame, est un papillon migrateur. Et c'est pareil, il va remonter d'Afrique du Nord jusqu'en Europe. Et il va faire des très grandes distances en groupe. Et après, il peut hiverner. Certaines générations peuvent hiverner. Nous, dans le sud, on en voit même en hiver, s'il y a des journées ensoleillées, ils sortent de sous les feuilles et puis ils volent un peu. Et je suppose qu'après, dès qu'il fait froid ou ils sentent le froid, ils vont se reblottir sous des feuilles. Alors l'azuré, voilà. Alors donc là, on change de couleur. Voilà, on part sur les bleus un peu. Donc l'azuré du plantain, donc il va sur, en l'occurrence, la plante haute, c'est le plantain, mais je pense que voilà, oui, voilà, il y a les astragales, voilà, en plante haute. C'est vrai que les œufs, par contre, ouais, moi j'en ai déjà vu un sous une feuille. La femelle pond des œufs uniques, quoi. C'est pas comme beaucoup de papillons où il y a des petites grappes d'œufs, donc vraiment
faut bien visualiser l'œuf. Et la chenille, ouais, est bien charnue. Et après, différence entre mâle et femelle. Voilà. Donc le mâle arbore un beau bleu et puis la femelle est plus sur des couleurs orangées, ocre, marron. Le cuivré, donc comme l'azuré, je n'ai pas spécifié, c'est des papillons assez petits quand même. Ils dépassent pas 3-4 cm. Et le cuivré, voilà, c'est un tout petit papillon. Même je pense qu'il est plus petit que l'azuré. Et après, il y a beaucoup d'espèces de cuivrés. Voilà, donc là je fais un rappel un peu d'autres espèces de cuivrés et de la même famille que le cuivré et que les azurés. Donc il y a plein de sortes. Moi j'avoue que j'en vois peu de ces sortes de papillons. Voilà, alors celui-ci on le rencontre encore pas mal, l'Hespérie de la mauve. Et puis il y a une ou deux espèces d'Hespérie comme ça qu'on peut rencontrer. Donc la plante hôte, c'est l'Hélianthème commun. Voilà. Donc une plante quand même qu'on voit pousser encore dans des espaces où on laisse les plantes sauvages pousser, dans les champs ou autres. Voilà, donc un peu toutes les espèces de papillons un peu de la même famille, des Hespéries. On les voit aussi des fois quand il a plu près des flaques d'eau ou dans des terrains un peu boueux. Ils sont posés par terre par petits groupes. J'en ai souvent observé. Donc là, on bascule un peu sur les papillons de nuit. Je fais un rapide aperçu des papillons de nuit. Mais bon, souvent on appelle ça des papillons de nuit, mais il y en a beaucoup qui volent en journée en fait. Mais c'est vrai que bon, certains ont plus tendance à s'agglutiner et à danser malheureusement autour des éclairages publics et urbains, voilà, qui a un peu un leurre qui cause pas mal de problèmes parce qu'ils finissent par s'essouffler, enfin par s'épuiser quoi. Donc là, voilà, donc ça c'est des variétés de papillons de nuit. Qu'est-ce qu'on a? La queue fourchue, oui, qui est très connue pour sa chenille un peu particulière avec une morphologie un peu spéciale. Voilà. Alors là c'est marrant, c'est la saisie apiforme, donc c'est un papillon de nuit, mais on dirait qu'il veut se faire passer pour un frelon, quoi. Ça fait penser à un frelon. J'en ai jamais vu en vrai. Par contre, voilà, vous avez le grand, enfin là c'est le petit pan de nuit, ouais, et le grand pan de nuit, voilà. On en voit encore, voilà, qui peuvent surgir quand on mange dehors l'été ou autre. Voilà, alors donc là les sphinx, beaucoup de variétés de sphinx. On connaît le sphinx tête de mort qui est très connu. Là, je sais pas si non, si, il est en bas, voilà. Parce qu'avec ce dessin qu'il a sur le Z, et donc comme vous voyez, les couleurs, pareil, ils sont très variés. Et alors, les couleurs des chenilles, c'est ça qui est curieux aussi. Souvent, les couleurs des chenilles n'ont rien à voir avec la couleur finale du papillon, quoi. Alors souvent, il me semble que les couleurs aussi un peu vives donnent un signal à certains prédateurs que les insectes sont toxiques, quoi. Donc il y a cette particularité-là. Alors voilà, moi ça c'est un de mes chouchous, le Morosphinx. Je pense que tout le monde en a vu qui butine même depuis le mois de février, là on commence à en voir, et même en ville comme ça, il passe d'une jardinière à une autre, d'un balcon à un autre pour butiner. C'est un peu comme le colibri, quoi, puisqu'il a ce vol géostationnaire là où les ailes sont en mouvement continuel, et du coup effectivement il lui faut beaucoup d'énergie, donc il faut qu'il butine beaucoup de fleurs pour compenser l'énergie qu'il dépense à voler.
comme ça continuellement à la recherche d'autres fleurs. Et après, sous forme de chenille, voilà, on le voit. Et donc on en voit encore souvent. Voilà. Alors voilà, la zygène de la filipendule, c'est elle est assez, on la voit voilà sur les chardons, sur plein de fleurs butinées comme ça. Elle est assez significative. Elle a un rouge vif comme ça, rouge et noir, et donc une forme un peu spéciale quoi, de papillon. Voilà, et puis la chenille, toujours pareil, avec une couleur complètement différente, un jaune noir un peu particulier. Et donc les plantes hôtes là sont le trèfle blanc, d'accord, le lotier corniculé. Voilà, donc plein d'herbes aussi qu'on peut retrouver dans les pelouses. Et d'où l'intérêt de ne pas tondre tout le temps et partout encore. Voilà, donc les autres formes de zygène qu'on peut rencontrer. Et voilà une petite planche botanique avec les grandes espèces de plantes sauvages et de fleurs sauvages qu'on peut voir, le chardon-marie. Voilà, voilà un peu pour faire le tour des grandes espèces de papillons en lien avec les espèces de plantes. Donc comme les bourdons, comme les 30 000 espèces d'abeilles solitaires qui existent, parce qu'on parle souvent des abeilles domestiques, mais il y a énormément d'espèces d'abeilles solitaires, les guêpes, etc. Donc c'est des butineurs et des butineuses impressionnantes qui effectivement contribuent à la pollinisation. Alors il y a aussi des coléoptères, hein, on sait peu, mais il y a la cétoine dorée ou d'autres coléoptères qu'on voit sur souvent les fleurs ombellifères, là, comme les carottes sauvages et tout ça. Et c'est très important voilà, de préserver cette faune déjà très très belle aussi au niveau des couleurs, au niveau de la variété, et qui sont stupéfiants au niveau de leur capacité quand même. Parce que quand vous voyez, comme je vous ai cité, la belle dame ou le vulcain, c'est quand même des papillons qui sont capables de prouesses de remonter sur des milliers de kilomètres pour aller sur des parties l'été, sur des parties nordiques, et puis à d'autres moments aussi hiverner sous une feuille. Enfin voilà, c'est des insectes fascinants, des créatures superbes, et des plantes aussi toujours aussi superbes. Bon ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu.